Avec notre invité qui est aujourd'hui Franck Giaoui, le président de l'association, porte-parole d'ailleurs de l'association Beth Haverim. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Victor. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Alors évidemment, Radio J c'est la radio d'information, c'est la radio de débat et d'opinion. Alors vous êtes aujourd'hui avec votre association dont on peut rappeler l'objet social et culturel et politique. Oui, j'en profite pour remercier Radio J d'inviter le Beth Haverim. Alors Beth Haverim, bien sûr, c'est le groupe juif gay lesbien de France, en hébreu. La maison des amis. Et nous avons d'ailleurs notre maison physiquement depuis 4-5 ans maintenant, installée pas très loin d'ici. Alors, évidemment, l'actualité, c'est pas celle du jour absolument, mais elle va y revenir. C'était celle d'il y a quelques semaines. C'est ce projet de loi en gestation sur le mariage homosexuel et aussi peut-être l'homoparentalité. On va revenir sur ces termes. Là, sur notre antenne est intervenue la voix juive officielle, celle du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui a pris position donc très claire sur le mariage homosexuel. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce que disait sur notre antenne il y a 2 semaines le grand rabbin Gilles Bernheim. Le sens que l'on donne au mot mariage, et là je parle en droit, et je ne parle pas simplement dans la tradition rabbinique. Le mariage est le lieu de la rencontre des différences sexuelles, et où l'on apprend à affronter cette différence, où l'on se confronte à la différence de l'autre. Ça, c'est la définition du mariage. Maintenant, si on change le sens des mots, alors à ce moment-là, les phrases ne font plus sens et la discussion est très difficile, puisque nous ne donnons plus le même sens aux mêmes mots. Je peux comprendre le désir d'homosexuels de vivre ensemble. Je peux comprendre leur désir d'enfant. Je ne lutte pas contre leur désir, je ne suis pas homophobe. Je dis simplement que l'on n'utilise pas des mots, qu'on les dévoie et qu'on les applique à une réalité qui n'a rien à voir avec ce pourquoi le droit les a fondés. C'est là-dessus que j'argumente. Voilà, c'est le grand rabbin Gilles Bernheim. Pour résumer, il est contre le mariage homosexuel. On ne va pas rentrer dans toute l'argumentation qu'il a développée. Vous avez, je crois, été presque choqué par sa position, Franck Pas du tout, non, pas du tout. C'est pas sa position qui m'a choqué, c'est plus les termes qu'il a utilisés dans l'essai qu'il a publié. Ce que j'ai écouté de cet extrait ne me choque pas. En revanche, il a utilisé des termes beaucoup plus guerriers en disant que les associations militantes homosexuelles cherchaient, au travers de ce projet de loi, en faire un cheval de Troie, voilà, en faire un cheval de Troie pour dynamiter les fondements hétérosexuels de notre société. Je trouve que ces mots n'étaient pas utiles dans la bouche de Gilles Bernheim, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, non seulement ils sont pas utiles, mais ils sont contradictoires avec une déclaration qu'il a faite lui-même. Ça a été d'ailleurs une grande première, puisqu'il a dit, au nom des Juifs français, et en tant qu'autorité morale, nous désapprouvons fermement toute violence verbale et physique visant les personnes homosexuelles et en particulier toute violence qui se dirait d'inspiration religieuse. Donc je regrette simplement des propos qui sont un peu violents. Type violence, ces propos, ça incite à la violence ? Oui, dynamité, cheval de Troie, ce sont des propos guerriers. Lui, alors je suis obligé de dire qu'il parlait d'associations très précises, celles de la théorie du genre qui disent qu'il n'y a pas de, j'explique avec mes mots, de différence entre l'homme et la femme, c'est-à-dire des associations qu'on pourrait qualifier d'un peu de radicales homosexuelles et non pas de tous les homosexuels ou des associations homosexuelles. Hein, je quand même précise puisque c'était la suite de l'interview, il ne parlait pas de tous les homosexuels. Il faut quand même, pour l'honnêteté de la phrase. Dont acte. Alors, de façon plus générale, le judaïsme, comme les autres grandes familles religieuses en France, et notamment la Torah, refuse, ne serait-ce que, non pas le mariage, mais même le principe même de l'homosexualité. Comment vous vous situez, vous, qui, d'ailleurs, souvent, vous exprimez sur des questions également de judaïsme, de Torah. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui vous, évidemment, j'imagine, vous opposent tout simplement le précepte biblique ? Ce que je dis simplement, c'est que on ne cherche pas à changer la religion. Les textes sont ceux qu'ils sont, ils le resteront. Simplement, leur interprétation peut évoluer. Et c'est pas la première fois que l'interprétation des textes juifs a évolué. Je rappelle quand même à tous ceux qui nous écoutent
qu'il est autorisé, dans la religion juive, de pratiquer la polygamie. Est-ce que l'on pratique la polygamie chez les juifs depuis 2 siècles? Je pense qu'il y a eu un jugement rabbinique il y a à peu près 2 siècles, qui a officialisé d'ailleurs un état de fait antérieur. Eh bien, voilà un bon exemple selon lequel on peut aussi faire évoluer notre interprétation. Le rabbin Michael Azoulay a déclaré à l'Assemblée nationale il y a 3 ans, dans un colloque que nous organisions, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, que ce texte du Lévitique, effectivement, qui condamne très explicitement l'homosexualité, avait été intégré dans un contexte de conflit, de guerre, de violence, de viol même, précisément. Eh bien, ce contexte a évolué, dit-il, et l'interprétation traditionnelle ne me convient plus, je cite. Vous citez le rabbin. Je cite le rabbin Michael Azoulay, qui est un rabbin consistorial, tout ce qu'il y a de, on va dire, traditionnel. Et il parlait explicitement de l'homosexualité. Il parlait explicitement de l'homosexualité, puisque c'était une conférence sur l'homosexualité, la journée mondiale contre l'homophobie. D'ailleurs, je pense que le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a une opinion très proche là-dessus. Donc on s'éloigne un petit peu du projet de loi. On y reviendra peut-être dans un instant. Il a pris des positions très nettes et très claires contre l'homophobie, c'est-à-dire une forme de discrimination ou d'attaque contre les homosexuels. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que nous sommes tous attachés à une valeur fondamentale dans la religion juive qui est le libre arbitre. Mais dès lors que l'homosexualité n'est pas un choix, alors comment peut-on condamner quelque chose qui n'est pas choisi? Vous dites, Franck Jaoui, que l'homosexualité n'est pas un choix. C'est pas moi qui le dis. Ce sont toutes les études scientifiques qui le disent depuis plus de 10 ans. Et tous les religieux qui étudient ces résultats scientifiques, en toute sincérité, l'intègrent. Alors, ce qui est un choix, c'est peut-être de vivre son homosexualité. De l'être, ça n'est pas un choix. Je dirais, la comparaison va peut-être surprendre certains. Donc vous dites s'il n'y a pas de libre arbitre, si je résume, donc à ce moment-là, vous n'êtes pas en quelque sorte soumis au commandement de refuser votre état et votre relation. C'est ça? On ne peut condamner quelqu'un qui ne choisit pas. Dans la religion juive, c'est une valeur fondamentale. Alors, il y a ce débat, bien sûr, en ce moment en France, qui est porté d'ailleurs par le gouvernement, sur le mariage homosexuel, mais de façon peut-être plus importante, ce qui pose question, ce qui inquiète, ce qui est d'ailleurs dans le texte du grand rabbin Bernheim, c'est la filiation, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants quand on est couple homosexuel, homme ou femme. Et ça, il dit, il le disait sur notre antenne, c'est un changement de civilisation dont les gens ne prennent pas conscience. Là aussi, c'est trop fort pour vous de dire changement de civilisation? Oui, je pense. Alors, prenons les choses peut-être par étapes. C'est un débat qui peut être technique, on va essayer de le simplifier. Première chose, on disait, ça n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est inhérent, intrinsèque à la personne. Et d'ailleurs, si c'était un choix, je pense que les gens choisiraient la vie la plus simple, c'est-à-dire celle qui correspond aux normes actuelles de la société, effectivement, aux normes hétérosexuelles. Je peux vous dire d'expérience que c'est beaucoup plus simple. Deuxième point, on parle d'un projet de loi civil. En aucune manière, ça ne concerne, ça n'impacte, ça n'influence la religion. Donc de ce point de vue-là, le terme mariage au sens religieux, comme l'entend la religion juive ou comme l'entendent d'ailleurs d'autres religions, n'est en aucune manière concerné. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'une autorité religieuse s'exprime de plein pied sur le terme civil et politique. D'ailleurs, comme les catholiques et les musulmans. Absolument de la même manière. Je crois qu'il parlait du mariage comme une institution. Et voilà. Alors, si on parle du mariage religieux, c'est un autre débat. Je pense que la République n'a pas vocation à légiférer sur la religion. Troisième point, on changerait de civilisation. Alors là, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Tous les chiffres, toutes les statistiques, pour peu qu'on puisse les citer, montrent que dans toutes les civilisations, quel que soit l'éventuel prosélytisme ou l'éventuelle, au contraire, discrimination qu'ont pu subir les homosexuels, le taux d'homosexualité dans la population reste à peu près stable. C'est entre 5 et 7%. Tout le monde est à peu près d'accord sur ces chiffres. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de risque, entre guillemets, de changer de civilisation. Le Pax, qui a été voté il y a une douzaine d'années, aujourd'hui, vous savez combien de gens sont des homos et combien sont des hétéros dans les proportions de gens qui se paxent?
93% des pacsés sont des hétérosexuels. 7% sont des homos. Je me demandais quel était l'intérêt en fait d'adhérer à une association comme Beit Haverim, être juif et homo. Pourquoi une association juive homo? Merci de cette question. Beit Haverim, c'est une association assez ancienne, puisqu'elle date de 1977, donc elle a plus de 35 ans maintenant. Eh bien, les gens qui l'ont fondée et les personnes qui adhèrent ou qui sont sympathisants de l'association sont des personnes attachées à la fois à leur identité juive et à leur identité homosexuelle. Ils ont d'autres aspects de leur identité, évidemment, mais c'est le lieu de rencontre de ces deux identités. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, dans le passé, heureusement un peu moins aujourd'hui, ça a été parfois le seul lien avec la communauté juive. Et donc je reviens sur les valeurs du judaïsme. Comment, en tant que juif, peut-on refuser à deux personnes qui s'aiment de fonder un foyer et d'avoir des enfants, alors que la religion juive est très attachée à la transmission des valeurs, alors qu'elle est très attachée aux valeurs familiales? Eh bien, il se trouve qu'il y a au Beit Haverim une grande majorité d'adhérents, d'ailleurs tout à fait représentatifs de la communauté juive, qui sont également attachés à ces valeurs familiales, également attachés à transmettre les valeurs juives avec les enfants. Vous savez, un rabbin m'a dit un jour, parce que je lui posais une question, je lui dis: est-ce qu'on peut être juif sans pratiquer? Il m'a dit oui, on peut être juif sans pratiquer, mais on ne peut pas transmettre sans pratiquer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais ça, c'est la question plus générale qui ne concerne pas nécessairement les juifs. C'est la question de la filiation de parents homosexuels qui vont avoir des enfants, ou même avec la procréation médicale assistée, ou même avec des mères porteuses. Bref, devenir homosexuel et parents. Donc, évidemment, là, ça change. On n'est pas dans un schéma qui est effectivement, qui a été connu depuis des siècles et des siècles. Donc beaucoup d'études s'opposent, vous les connaissez par cœur, Franck Jaoui, certains, notamment qui viennent des associations homosexuelles, disent que ça ne pose aucun problème, l'enfant va être élevé plus ou moins bien, enfin comme dans d'autres familles, avec des parents homosexuels. D'autres disent, mais on n'a pas le recul nécessaire sur ces études, on change quelque chose. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds qu'il suffit de voir ce qui se passe. Ces études existent depuis une quarantaine d'années exactement. C'est dans les années 70 qu'elles ont été vraiment structurées. Et effectivement, tout arrive à la même conclusion, c'est que les enfants sont ni plus ni moins équilibrés que les enfants de couples hétérosexuels. Mais je voudrais attirer votre attention sur un élément très simple. Selon vous, est-il plus facile d'avoir des enfants quand on est en couple hétérosexuel ou en couple homosexuel ? C'est une drôle de question, je ne sais pas. J'imagine techniquement, ça doit être un peu pour les hétérosexuels, je pourrais répondre comme ça. Oui, voilà, c'est d'une simplicité biblique, j'allais dire. C'est tout à fait d'une simplicité biblique pour des hétérosexuels. Des homosexuels qui décident d'avoir des enfants, c'est vraiment un investissement, c'est une réflexion, parfois une remise en question. Et ça prend plusieurs années. S'ils décident de mener à terme un projet de parentalité, c'est qu'ils sont vraiment très motivés. Ils sont vraiment très motivés. Je peux vous dire. Donc c'est un point avantage que vous donnez, c'est ça au couple homosexuel. C'est un point, en tout cas, du fait de la motivation des parents homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Ils ne le font pas par hasard. Ça arrive, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, que des hétérosexuels aient des enfants par hasard. Et puis ensuite, voilà, les enfants héritent de cela. Donc, vraiment, quand les enfants sont accueillis dans un couple homosexuel, que ce soit par adoption, parce qu'il est question de l'adoption dans le projet de loi et de rien d'autre, que ce soit par procréation médicalement assistée. Alors techniquement, l'adoption c'est déjà difficile. Pour prendre le cas de la France, c'est difficile pour les couples c'est pratiquement impossible. Hétérosexuels. J'imagine donc ça va être aussi difficile pour les couples homosexuels. Absolument, ça sera très difficile. Sur l'aspect psychologique, on y revient. Il y a des études, etc. Mais enfin, il y a récemment un psychanalyste dans le journal Le Point qui disait qu'il est très difficile pour un enfant qui a besoin justement d'imaginer son origine et que et finalement l'origine ne peut être imaginée, même fantasmée, que par qu'il vient d'un homme et d'une femme, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps, et donc ça pose problème le fait qu'il ne peut pas fantasmer en quelque sorte
son origine. Ça, c'était une intervention assez forte dans le journal Le Point d'un psychanalyste. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette approche-là psychologique? Alors je crois que le même Point interviewait d'autres psychanalystes qui eux étaient pour. Et puis surtout, que doit-on dire des enfants qui sont quand même assez nombreux en France, qui sont élevés par un seul parent, souvent par une mère seule, mais parfois aussi par un père seul. Que peut-on dire des enfants qui sont adoptés déjà en France? Alors c'est vrai que c'est pas un très grand nombre, mais ça existe. Tous ces enfants sont-ils des déséquilibrés, des malfaiteurs? Je ne crois pas, loin de là. Et revenons quand même à des choses simples. Deux personnes s'aiment, souhaitent officialiser leur relation, c'est ce qu'on appelle le mariage civil, et souhaitent transmettre leurs valeurs juives à une famille. C'est souvent par les enfants que ça se passe. Au nom de quel principe doit-on s'opposer à un droit aussi simple que cela? Victor? Oui, j'imagine que vous avez entendu un certain nombre de témoignages des adhérents de ces membres du Beit Haverim. Enfin, une question simple, est-ce qu'il est plus difficile d'être homosexuel dans une famille juive que quand on est un enfant issu d'une famille catholique, par exemple? Ah, ça c'est une question plus vaste. Je pourrais pas répondre aussi généralement. Je pense que c'est très difficile d'être homosexuel dans des familles traditionnelles, qu'elles soient juives, musulmanes ou chrétiennes. Mais la majorité des familles juives sont traditionnalistes en France. La majorité en France sont traditionalistes, et donc on va dire pour ceux qui vivent dans des familles traditionalistes, c'est plus difficile. Cela dit, il y a quand même une évolution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que la communauté juive en France vit séparée de la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture des esprits, notamment dans les grandes villes. Et alors qu'il y a une quinzaine d'années, moi j'ai adhéré au Beit Haverim il y a une quinzaine d'années, on voyait quand même beaucoup de jeunes en rupture de famille, et dont je disais que le Beit Haverim était le seul lien avec le judaïsme. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus rare, heureusement, et certains jeunes viennent en couple en nous disant qu'ils fêtent le Shabbat, par exemple, chez leurs parents respectifs assez régulièrement. Donc c'est plutôt rassurant sur l'évolution de la communauté juive. Je pense que nos amis musulmans, qui eux sont aussi plus traditionnels dans leur pratique, pas spécialement religieuse, mais dans leur mentalité, ont parfois plus de difficultés que ne l'ont les juifs aujourd'hui. Alors vous avez cité au journal, bien sûr, on parlait beaucoup d'Israël et de la France, et surtout d'Israël. Je crois qu'en Israël, vous teniez à souligner, il y a finalement une sorte de côté progressiste beaucoup plus avancé qu'en France sur plusieurs aspects. Oui, c'est très intéressant. Nous avons organisé il y a exactement un an, donc c'est le Beit Haverim qui a organisé il y a un an un voyage d'une 50aine de personnes en Israël. Ce voyage, je précise, rassemblait essentiellement des non-juifs. Bien sûr, il y avait quelques adhérents du Beit Haverim, mais on n'était pas majoritaire. Et pour la quasi-totalité, 90% des gens qui ne connaissaient pas Israël. C'était très intéressant de voir le scepticisme, sinon la difficulté que ces gens avaient à se résoudre à aller en Israël, parce qu'évidemment, ce qu'ils avaient comme image du pays, c'était les grands médias nationaux. Quand on voit le 20h, c'est pas extraordinaire. Et donc on avait des questions, il y avait le représentant de l'ambassade d'Israël qui est venu se présenter à eux, et on lui a posé une question: est-ce qu'il faut amener un gilet pare-balles quand on va en Israël? Donc évidemment, c'est assez surprenant. Et quand ils ont fait le voyage, donc ces 45 personnes sur les 50 qui ne connaissaient pas Israël, là, leur opinion a pu évoluer. Il y avait des juifs, bien sûr, un petit peu, des chrétiens en grande majorité, mais également des musulmans. Et c'est très intéressant de voir comment leur opinion sur le pays a évolué, simplement en voyant que, par exemple, dans Tsahal, l'homosexualité était officielle, ce qui est bien plus avancé que la possibilité qu'ont aux États-Unis don't ask, don't tell, et en France, ça n'a pas trop le libre cours. Et les droits civils pour les homosexuels sont bien plus avancés également en Israël qu'en France. Donc par exemple la pension de réversion, le droit au congé parental quand un couple homo a des enfants, ce sont déjà des droits qui existent en Israël. Donc voilà, en fait, le Beit Haverim, comme tous les autres juifs, font également œuvre utile dans la communauté juive contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme. Merci en tous les cas, Franck. J'ai d'être venu nous voir, porte-parole du Beit Haverim. C'est l'occasion d'entendre évidemment
aussi votre opinion sur ce sujet important de société, évidemment qui ne touche pas que la communauté juive, mais l'ensemble du pays. À bientôt sur Radio J